Bonjour et bienvenue sur le podcast consacré au survol de la science unifiée de Nassim Haramein, une science étonnante qui permet de concilier le monde de l'infiniment grand, celui d'Einstein, avec le monde de l'infiniment petit, celui de la physique des quanta, une science qui permet aussi de nous réconcilier avec la spiritualité. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Dans l'approche de Nassim Haramein, l'univers est vivant. Ce n'est pas, comme l'affirment et le croient les déterministes, une machine infernale à combiner les possibles en vertu de lois particulières du hasard ou de coïncidences favorables. Non, nous faisons partie de cet univers vivant. Nous en sommes une expression parmi d'autres. Dans la science unifiée, l'univers est le résultat d'un esprit intelligent et conscient, d'une intelligence créatrice supérieure qui le porte et le dirige. Elle est à l'œuvre partout et en tout temps, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, et elle va se décliner en fractales, en lois d'échelle. La science unifiée a pu établir que l'univers est fait de 99,99999% d'espace, présent partout, y compris au cœur des atomes. L'espace, appelé aussi le vide quantique, qui est en réalité un océan de vibrations, d'informations et d'énergie, et de 5% seulement de matière. Nassim Haramein nous explique que l'univers se compose d'innombrables univers emboîtés comme des poupées russes les uns dans les autres. Tous sont en réalité faits du même matériau puisé dans le vide. On peut l'appeler aussi le champ du point zéro, la divine matrice, le prana ou le chi. Il est fait de milliards de fluctuations quantiques du vide qui apparaissent et disparaissent de ce champ du vide, invisible à l'œil nu et bien sûr à nos instruments actuels. Nassim les appelle des voxels, des unités sphériques de Planck. Elles constituent au niveau subatomique l'espace-temps. Ces quantas sont à la base de tout ce que nous considérons comme de l'espace, de la matière, du temps ou de l'énergie. Et ces petits paquets d'énergie sphérique s'ordonnent en une géométrie parfaite, une fleur de vie en 3D qui s'étend à l'infini dans une structure holographique et fractale. L'univers est dit holographique parce que les informations du tout sont présentes et disponibles en chaque point, et il est dit fractal parce que le modèle se répète à toutes les échelles. L'univers est donc une spirale toujours en mouvement qui tend vers l'immobilité en son centre, dans la singularité, ceci à toutes les échelles, que ce soit les galaxies, les ouragans, les fleurs, les atomes, et bien sûr jusqu'à nous aussi. Tout se décline et s'organise en un double tore. Quand il s'incline vers le centre, il génère la gravité. En son point d'équilibre, il permet l'échange d'informations, et quand il repart, il produit les forces électromagnétiques. C'est donc au milieu que se fait l'échange d'informations. Et ce mouvement est perpétuel. Il ressemble beaucoup au battement de notre cœur, comme vous pourrez le voir dans l'illustration qu'en donne Nassim Haramein. J'ai ajouté à ma présentation cette animation pour décrire la structure des Planck, les mouvements des Planck dans l'espace-temps. C'est-à-dire que si on met un petit Planck sphérique autour de tous les triangles, vous allez reconnaître la fleur de vie. Là, je l'ai extrapolé au niveau de triangulaire pour que vous pouvez voir la géométrie qui en ressort. Quand les Planck oscillent, la danse que ce champ électromagnétique fait crée des géométries qui sont considérées des géométries sacrées dans presque toutes les traditions autour du monde. Et donc, et voilà les Planck. Et là, on peut voir, les Planck se triangulent
on peut dire ce triangule. C'est un nouveau mot. Et ça crée ces géométries. Et ça, je ne l'ai pas publié encore. Je voulais vous le montrer. Quand on ajoute des planques d'un côté, on peut voir comment, quand il y a une géométrie qui va vers l'intérieur, il y a une géométrie qui va vers l'extérieur. Et ça, c'est l'échange d'informations à travers la surface, l'horizon du trou noir. C'est comme ça que l'information s'échange. Et si vous regardez bien, ça ressemble beaucoup à la formation d'un cœur qui bat. Les cœurs battent comme ça. Je voulais que vous ayez une visualisation. C'est comme ça que vous parlez à l'univers. À chaque planque moment, vous êtes en communication. Ainsi, il devient évident que tout interagit avec tout. L'échange d'informations se fait par ce battement incessant, ces contractions et ces expansions incessantes. Voici comment Nassim Haramein imagine le fonctionnement de l'univers. On peut voir l'univers en tant qu'orchestre symphonique où chaque proton est semblable au support magnétique d'un disque dur holographique enregistrant chaque instant de son existence dans des bits de Planck. Tous ces disques durs de protons sont alors interconnectés par des trous de verre qui agissent comme des câbles réseau à transmission instantanée, aboutissant à ce que tous les protons de l'univers soient synchronisés dans un réseau connecté, superconducteur, qui se met à jour instantanément à chaque changement. On pourrait imaginer la structure de l'espace-temps autour de chaque proton comme un superbe treillis de sphères interconnectées par des canaux de transmission allant dans toutes les directions. Ce double mouvement inversé et superposé établit de façon synchrone la création de l'univers visible. D'une part, c'est le côté radiatif, le champ électromagnétique, et d'autre part le feedback informationnel, le côté contractif, le champ gravitationnel. Ce double tort est présent en toute chose, de la galaxie au quark en passant par les êtres vivants. C'est ce double mouvement de création et de feedback informationnel qui est intimement corrélé, qui permet la conscience, qui ne peut être par nature que réflexive. Tout ce qu'on observe dans l'univers, que ce soit l'énergie d'un système, les relations entre les systèmes, les différentes forces, etc., toutes ces propriétés ne sont en fait que le résultat des informations circulant dans le réseau de trous noirs, de trous de verre, à toutes les échelles. Le champ est donc composé d'une infinité d'échelles, de tailles. Ces échelles sont en résonance fractale et harmonique, c'est-à-dire que l'échelle de Planck, puis celle des protons, celle de nos cellules, du corps, des planètes, des galaxies, etc., doivent être en résonance harmonique. Et l'état d'harmonie ou de disharmonie, la résonance harmonique ou non, entre deux types de corps de ce champ, deux échelles ou deux corps de la même échelle, peut être bénéfique ou négative. L'harmonie, l'équilibre d'un corps humain, avec ses milliards de cellules et ses milliards d'atomes, est à la fois naturel et fragile, le déséquilibre pouvant provoquer des dysfonctionnements d'un certain type de corps comme des cellules. La communication entre les cellules, par exemple, est extrêmement importante pour entretenir un équilibre. Ça peut être une anomalie de conscience, de fausses croyances qui déséquilibrent l'équilibre chimique et cellulaire de notre biologie, mais si toutes ces fréquences sont bien alignées en résonance harmonique, chaque niveau sera alors en bonne santé, depuis le niveau de Planck à notre corps et certainement plus loin, avec la planète, le Soleil, le système solaire, la galaxie, l'univers, etc. Mais si un niveau ou plusieurs dévient de ce niveau de résonance harmonique, alors un mal-être et des maladies peuvent survenir. C'est là que nous pouvons interagir. Nassim Haramein signale que le libre arbitre est seulement un phénomène local. Localement,
Nous pouvons agir, faire jouer notre libre arbitre, notre capacité de choisir, de vouloir, de décider. Nous pouvons interpréter les choses autour de nous comme nous le voulons. Mais il existe aussi des échelles plus grandes que la nôtre qui font la même chose. Et nous serons influencés aussi par ces plus grandes échelles de la création. Si nous nous écartons de notre chemin, ces plus grandes échelles vont faire en sorte de nous y ramener, car il existe un système de sauvegarde de l'univers pour que les choses puissent toujours aller vers plus de cohérence et pour empêcher qu'une chose puisse tout à coup tout détruire. Il est donc vraiment important de se souvenir que l'information est comme ancrée dans la structure de l'espace-temps. Toutes nos générations, toutes nos mémoires, absolument tout s'y trouve, comme dans un archiveur ou un disque dur. Toutes ces informations sont ensuite échangées avec des structures biologiques au fur et à mesure que nous déposons de l'information sur la structure de l'espace-temps le long de notre ligne de vie. Et donc, nos gènes ne sont qu'une expression de l'information qui se trouve aux coordonnées de l'espace-temps où elle réside. Notre mémoire ne se trouve donc pas dans le cerveau. C'est nous qui accédons aux coordonnées de l'espace-temps. Et donc c'est intéressant parce que nous pouvons commencer à penser à des choses comme déposer de l'information aux coordonnées de l'espace-temps en avance dans le futur, de là où nous nous trouvons, pour quelque chose que nous voulons réaliser dans notre vie et que nous voulons dans notre vie. Et donc, c'est comme l'autoriser, nous dit Nassim Haramein. Si vous faites cela, ça va avoir une répercussion, un sens inverse dans la structure de l'espace-temps jusqu'à votre présent, et donc cela va commencer à faire de vous la personne que vous devez être afin que ces événements aient lieu. Et donc, si vous réussissez à suivre cette ligne d'information, alors vous obtiendrez le résultat escompté. C'est comme projeter, vous savez, des bulles de réalité dans votre futur avec l'idée de les rattraper, nous dit Nassim Haramein. Nous sommes ainsi les auteurs et les acteurs de notre monde, de notre création. C'est à nous qu'il incombe d'aller vers des états vibratoires positifs, de nous élever au niveau de l'illumination, de la paix, de la joie, de l'amour, de la raison, de l'acceptation, de la volonté, du courage et d'éviter les affects et les états négatifs. Ici, le bien et le mal seront plutôt liés à nos états vibratoires. Qu'en sera-t-il de la question de Dieu? Si l'on demande à une personne spirituelle la définition de Dieu, nous dit Nassim Haramein, souvent la réponse est que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent et qu'il est donc partout. C'est la même définition de la dynamique de l'information dans la structure du multivers qui est présente partout, ce qui crée la matière et la vie. Dans ce contexte, le bien et le mal n'existent pas à l'échelle de l'univers. C'est un concept humain. Et Nassim Haramein nous explique que le bien est comme une cohérence et le mal comme une perte de cohérence dans une région de l'espace au profit d'un plus grand ordre impactant une autre échelle. Pour Carl Gustav Jung, si Dieu est bien omnipotent, il n'a aucun moyen de prendre conscience de quoi que ce soit ni de lui-même. Car la conscience naît d'une confrontation, et en vertu de sa toute-puissance, Dieu ne se heurte nulle part à un obstacle insurmontable susceptible de l'inciter à hésiter et ainsi à réfléchir sur lui-même. D'où ce conte étonnant intitulé « Qu'a donc l'homme que Dieu n'a pas ?» Un homme se posait de sérieuses questions sur Dieu. Pourquoi le Tout-Puissant avait-il éprouvé le désir, le besoin peut-être de créer quelque chose ? Est-il concevable que l'être sans limite, tout incluant, omnipotent, omniscient, ait un besoin? Et s'il avait eu un désir, il faudrait lui supposer un manque. Et s'il y avait un manque, en Dieu, il ne serait pas tout ce qu'il devrait être. En quoi cette création et l'homme en son sein peuvent-ils servir Dieu? Quelle fonction remplissent-ils? Notre homme réfléchissait ainsi. Ces questions le conduisaient inévitablement à conclure que des conceptions humaines de Dieu étaient soit absurdes, soit enfantines ou naïves, mais il n'en trouvait pas d'autres. Un jour, reprenant ses réflexions, il inversa le problème. Pour valoriser Dieu,
L'homme dévalorise l'homme et ne reconnaît pas ses propres qualités. Peut-être l'homme est-il mieux que Dieu, et si l'homme apporte quelque chose à Dieu, ce qu'il représente justifie alors la création. Il se posa donc cette nouvelle question. Qu'a donc l'homme que Dieu n'a pas? Notre homme médita là-dessus quelque temps. Il songea, l'homme a un corps, Dieu n'en a pas, l'homme est limité, Dieu est infini. Mais son corps, à travers ses qualités, ses fonctions et ses limites, donne à l'homme la capacité de goûter, de sentir, de jouir de la création. Ayant des relations avec ce qui n'est pas lui, il se confronte à des obstacles qui éveillent en lui une certaine capacité d'autoréflexion. Il se trouve des qualités à ses expériences, agréables ou désagréables, bons ou mauvais, doux ou amers, et il développe à l'infini la subtilité de sa subjectivité. Sans corps, le Créateur n'a pas les moyens de connaître la création. Mais il s'est insufflé en l'homme, qui a 5 sens, pour sentir, son intelligence pour unir et donner du sens, et un souffle spirituel pour connaître Dieu. Ainsi, grâce à l'homme, Dieu peut-il connaître sa création et se connaître lui-même. À l'image de Dieu, l'homme réfléchit Dieu en le pensant, conclut-il. Ainsi, l'état vibratoire harmonieux, en lien avec le tout, avec la création, avec l'intelligence suprême, sera bien la vie spirituelle, et comme le suggère Nelson Mandela, il nous dit l'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres sont des qualités à la portée de toutes les âmes et sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Pour moi, la joie, c'est le résultat de sentir ma connexion avec l'univers, avec la nature autour de moi, avec toutes les molécules. Et c'est comme si j'avais une transmission d'informations de l'univers qui me fait rire à l'intérieur. Même si je ne ris pas à l'intérieur, il y a quelque chose qui rit très très fort. Quelque chose qui est en amour avec le tout. Il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur de mon cœur et la joie me sort par les pores. Et ça arrive quand je sens que je suis dans ma destinée, quand je sens que je suis dans le chemin où je dois être, dans la direction où mon âme se sent la plus honorée, la plus excitée d'avancer. Et ça me fait cette sensation. Et aussi, quand je vois l'impact de ma joie sur les autres. Je pense qu'on commence à comprendre comment on peut la mesurer. Il y a différentes expérimentations qui sont faites. Par exemple, des expérimentations où on met des ordinateurs avec qui prennent des données aléatoires, qui donnent des données aléatoires et on peut mesurer des changements dans ces données où l'ordinateur devient cohérent ou sort des données qui ne sont plus aléatoires ou moins aléatoires. Par exemple, dépendant de l'état d'émotion des gens qui sont près de cet ordinateur et au point de vue global aussi, où on voit, par exemple, quand il y a des grandes méditations globales et tout ça, que les ordinateurs qui sont en train de donner des données aléatoires deviennent cohérents pour des moments, pour des pics de cohérence.
qui prouvent que nous avons un impact sur l'environnement autour de nous et que cet impact a à voir avec notre état d'émotion. Je pense que quand on nourrit sa joie, on devient comme des génies. On devient créatif, on devient le mieux, le plus que l'on est. On devient comme un super-héros. Et quand on est dans cet état, on fait des choses fantastiques. On fait des choses incroyables. On découvre des choses incroyables qui font évoluer notre soi, notre conscience, et qui font évoluer les gens autour de nous, qui font évoluer la planète et qui font évoluer l'univers au résultat de ce changement d'état. Et je pense que ce n'est pas un état qu'on peut avoir à 100% du temps, mais si on peut avoir plus de ce sentiment de joie à l'intérieur que des autres sentiments, je pense que ça fait une grosse différence globalement.